Très chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle étape, un nouveau chapitre de notre cours. Pour rappeler, la première séance, on a parlé de notre cours, l'introduction aux finances publiques. On a parlé de l'importance de cette matière, de ce qu'elle peut apporter aux agents économiques, que ce soit les administrations, les entreprises ou bien même les citoyens et vous en tant qu'étudiants. On est tous en tant qu'habitants dans un pays, dans notre planète, impactés par les lois de finances et bien sûr impactés par les finances publiques. Ensuite, on a énoncé le plan du cours et après, on a commencé par le chapitre 1 qui s'est intéressé à l'évolution de l'intervention de l'État, où on a parlé de ce que c'est que l'intervention de l'État, l'intérêt de l'intervention de l'État, etc. Ensuite, on est passé au deuxième chapitre qui a été scindé en 3 points. Alors, le premier point, on s'est intéressé à la loi de finances, les définitions, les différents types de loi de finances, les règles de l'établissement de la loi de finances, les types de loi de finances. Ensuite, dans un deuxième point, on a parlé de la loi organique de loi de finances, qui est une loi très importante à tel point qu'on l'appelle la constitution financière. Et bien sûr, on a parlé aussi de la loi organique de loi de finances marocaine, son importance, son évolution, etc. Alors, troisième point, dans ce chapitre relatif à la loi de finances, il devait s'articuler ou bien s'intéresser à l'analyse des lois de finances 2020. Et comme vous savez tous, moi j'adore faire participer mes étudiants dans mon cours. Ce qui fait cette partie du cours, c'est à vous de la faire. Vous devez faire donc l'analyse de la loi de finances 2020. Et c'est une partie du cours qui est facilitée par la disponibilité des documents, puisque la loi de finances 2020 du Maroc, elle a été discutée et votée et publiée au bulletin officiel l'année dernière. Donc, il y a beaucoup d'écrits sur la loi de finances, il y a beaucoup d'articles qui concernent la loi de finances 2020. Et pour faciliter la tâche, vous pouvez aller directement au site du ministère des Finances, que vous connaissez bien sûr, c'est www.finance avec un S, donc pluriel.gouv.ma. Et sur ce site-là, vous allez trouver toutes les informations sur toutes les lois de finances marocaines. Donc, et bien sûr, vous allez trouver la loi de finances, donc ce qu'on appelle le corps de la loi, avec tous les documents qui sont publiés avec la loi de finances et qui ont pour objectif de faciliter la lecture de cette loi de finances. Moi, je ne vous demande pas à cette étape de lire tous les documents, mais vous pouvez aller, par exemple, voir, feuilleter, pas voir, feuilleter, feuilleter, essayer de lire la note de présentation, le rapport économique et financier, et aussi, si vous trouvez, la présentation du ministre des Finances de la loi de finances auprès du Parlement. C'est un document qui retrace les grandes lignes de la loi de finances 2020. Il y a aussi un autre document qui simplifie l'analyse, c'est ce qu'on appelle le budget citoyen, donc le budget citoyen 2020. Alors, le budget citoyen, c'est un document qui a pour objectif de banaliser les chiffres et aussi de faciliter la lecture de la loi de finances. Donc, ces documents, ils peuvent vous faciliter la tâche de l'analyse de la loi de finances 2020. Donc, pour récapituler, l'analyse de la loi de finances 2020, c'est à vous de la faire. Vous allez me faire donc un résumé de cette loi de finances 2020 du Maroc avec les chiffres clés, les grandes orientations, donc faire un résumé d'une page. Et cette question, et bien sûr, l'analyse de la loi de finances peut être le sujet d'une question le jour de l'examen. Avec ce point d'analyse de la loi de finances 2020, on va clore le chapitre sur la loi de finances pour passer à un autre chapitre non moins important, c'est celui relatif aux ressources et essentiellement à la fiscalité. Alors, la fiscalité au Maroc, bien sûr, lorsqu'on entend parler de la fiscalité, directement, on s'intéresse à comment on calcule l'IS, IR, TVA. C'est vrai que le calcul de la fiscalité est très important, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement savoir ce que c'est que la fiscalité, ce que c'est que le Code général des impôts, savoir comment, je dirais, comment on est arrivé à cette étape avec un Code général des impôts qui est publié chaque année. Essentiellement, il est sur le site du ministère des Finances. Donc, et ce Code général des impôts qui regroupe les 3 grands impôts IS, IR, TVA et bien sûr droit d'enregistrement, comment on est arrivé à ce niveau?
est-ce que le système fiscal marocain, est-ce qu'il est né comme ça avec IS-IR-TVA ou bien est-ce qu'il y a eu une évolution? Bien sûr, lorsqu'on a étudié l'intervention de l'État, vous vous rappelez, on avait dit que le Maroc, il est parmi les pays dont la constitution de l'État est la plus ancienne. C'est un pays donc dont le concept de l'État est très important. Ce qui fait notre histoire, donc puisque l'histoire de la constitution de l'État est ancienne, donc l'histoire de la fiscalité est ancienne. Et là, vous pouvez vous documenter pour avoir une idée sur l'histoire et l'évolution de la fiscalité au Maroc. Et vous allez trouver qu'au Maroc, on a une histoire très riche, histoire fiscale très riche, puisque on a bien sûr, même avant le protectorat, on avait un certain nombre d'impôts, on a différents types d'impôts, on a des impôts à caractère commercial, on a des impôts à caractère religieux, on a beaucoup de types d'impôts. Vous savez que nous, au Maroc, on a une position géographique très particulière. On est un pays fleubout de l'Afrique qui appartient aussi aux pays, je dirais, arabes. Donc, à côté, donc, on est un pays arabe, on est un pays africain, on est à côté aussi de l'Europe et on est à côté des États-Unis. Et on a bien sûr voilà, le commerce était important au Maroc. Et puisque le commerce était important, donc l'un des impôts les plus importants au niveau du Maroc, c'est les droits de douane. Ça veut dire que, puisqu'il y avait beaucoup de marchandises qui venaient et qui sortaient du Maroc, donc les gens devaient payer des taxes et les droits de douane, c'est un impôt au Maroc qui est très très ancien. Donc tout c'est pour vous dire qu'on a une histoire avec la fiscalité très riche, il y a beaucoup d'impôts, on a toujours vécu avec les impôts au Maroc, il y a des impôts qui persistent jusqu'à aujourd'hui, même si on aura changé leur nom. On pourrait parler de ça dans, Inch'Allah, l'année prochaine lorsque vous allez étudier la fiscalité ou bien même, Inch'Allah, lorsque vous allez faire un troisième cycle. Mais ceci dit, nous au Maroc, on a connu donc une histoire très très importante, mais et bien sûr avec beaucoup de réformes, mais l'une des réformes les plus importantes étant celle des années 90 qui était prévue par la loi cadre de 1984. Alors, cette loi, si vous voulez, elle a conçu une étape très importante dans l'histoire fiscale marocaine, vu qu'avant cette date-là, les personnes physiques, par exemple, selon le revenu, étaient soumises à différents types d'impôts et taxes. Les gens payaient impôts agricoles, ce qu'on appelle l'IBB, ça veut dire l'impôt sur le bénéfice professionnel, on payait le PTS, ça veut dire les prélèvements sur le traitement et salaires, on payait la cotisation complémentaire, on payait la taxe sur les produits immobiliers et bien sûr, sans oublier la participation à la solidarité nationale. Donc, il y avait beaucoup d'impôts à tel point que les gens ne savaient même pas quel impôt ils devaient payer. Donc, parmi je dirais, les fondements de la réforme de l'époque, qui a été, comme j'avais dit, promulguée par la loi cadre de 1984, était comment simplifier le paysage fiscal pour que, pour que les gens sachent, grosso modo, quels sont les impôts qu'ils vont payer. Si c'est une entreprise, si c'est une personne physique, par exemple, elle va payer un impôt tel. Si c'est une personne morale, elle va payer un impôt tel. Les gens on doit clarifier donc le paysage fiscal afin que, je dirais, on doit, si vous voulez, réduire ce parcellement fiscal. Et c'est vrai, c'est ce que donc c'est ce que, je dirais, l'État a fait à cette époque-là, puisque donc à partir donc de 1984, on a eu la naissance des trois grands impôts qu'on connaît même actuellement, à savoir l'IS, l'IGR en termes d'impôts directs et bien sûr la TVA pour les impôts indirects, sans oublier bien sûr les droits d'enregistrement et de timbre. Ce changement avait donc pour objectif d'élargir l'assiette en vue d'aboutir à une meilleure équité fiscale qui est bien sûr, je dirais, le rêve de tout gouvernement en faisant la réforme fiscale. Donc, et bien sûr, cette réforme qui a commencé en 1984, c'était seulement le début. Cette réforme, elle s'est faite par petites touches parce qu'il y a eu, à côté des années 90, il y a eu au Maroc essentiellement de réformes. Il y avait beaucoup de réformes en plus de la réforme fiscale. Et bien sûr, cette réforme-là, elle s'intégrait donc la réforme structurelle marocaine et chaque année, on avait des petites retouches au niveau fiscal dans chaque loi de finances.
Et bien sûr, en 2008, où on a, parce que chaque loi de finances apporte des modifications, que ce soit à l'IS, à l'IGR ou à la TVA, à tel point que, par exemple, en les années 2000, si vous voulez payer votre impôt et pour savoir quel est le taux avec lequel vous allez payer, vous devez être imposé, il faut d'un côté revoir la loi qui instaure l'impôt en question, que ce soit l'IS, l'IR ou la TVA. Et il faut aussi revoir les différentes lois de finances pour voir quels sont les changements. Et c'était un exercice très difficile. Donc, à partir de 2008, le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, ont commencé à publier chaque année le Code général des impôts, qui est un document qui retrace tout notre système fiscal en prenant en compte les modifications actualisées. Et maintenant, chaque année, ce qui fait maintenant, vous n'avez plus besoin d'acheter un livre sur la fiscalité. Chaque année, vous avez le Code général des impôts qui est publié chaque année par le ministère des Finances et qui est actualisé. Alors, cette réforme donc, qui s'est faite, comme j'avais dit, par retouche, elle est très très importante. Pourquoi? Alors, pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que l'impôt, il joue un rôle double. D'un côté, il permet de financer les dépenses de l'État. D'un autre côté, il a un rôle normalement de redistribution de revenus. Ça veut dire que normalement, on prend de la classe aisée pour donner à la classe pauvre. C'est donc un instrument d'intervention de l'État qui est très très important. Cet instrument, donc, qui est l'impôt, il constitue aussi une grandeur économique. Et c'est aussi, comme j'avais dit, un instrument d'intervention de l'État. La question qui se pose, c'est comment cet instrument peut être utilisé pour relancer les grandeurs économiques. C'est pour ça que moi, dans la partie concernant la fiscalité, j'ai essayé de scinder cette partie en trois, si vous voulez, sous-chapitres. Euh, on va essayer d'analyser la relation qui existe entre impôt et investissement. Et l'investissement, vous savez son importance. Après, on va parler de la relation entre impôt et consommation. Et dans un deuxième temps, on va parler de la relation entre impôt et dépenses. Inch'Allah, je vais essayer de voir si on a le temps pour parler d'une autre relation non moins importante qui est la relation entre impôt et travail. Alors, pour ces trois chapitres, donc on va essayer de voir quelle relation il peut exister entre ces grandeurs économiques, l'impôt et les grandeurs économiques, et aussi essayer en même temps de donner des définitions ou des informations sur la fiscalité. Alors aujourd'hui, on va commencer par analyser la relation entre impôt et investissement. Ça veut dire que l'investissement, c'est donc une grandeur économique très importante. Au niveau international, on fait la comparaison entre les pays en fonction du niveau d'investissement. Aussi, chaque État essaie d'attirer l'investissement étranger. C'est donc une grandeur économique très importante. L'impôt est aussi important. Donc, la question qui se pose, c'est quelle relation peut exister entre ces deux indicateurs économiques. La définition de l'impôt. Bien sûr, l'impôt, vous savez que la fiscalité, c'est un pan de l'économie et bien sûr, on ne peut pas être économiste si on n'a pas des connaissances et des informations sur la fiscalité. Comment peut-on définir l'impôt? Il y a beaucoup de définitions. Moi, je vais essayer de vous donner quelques définitions aujourd'hui. Et chaque fois qu'on va analyser la relation entre impôt et un grandeur et normalement un indicateur économique, on va essayer de donner d'autres définitions pour compléter ou bien pour seulement essayer de donner le maximum d'informations. Alors, l'impôt peut être défini comme étant un prélèvement effectué par voie d'autorité est destiné à alimenter le budget d'une collectivité. Alors, l'impôt est un prélèvement effectué par voie d'autorité. Ça veut dire que on n'a pas le choix entre payer ou ne pas payer d'impôt. On est obligé de payer l'impôt. Et il est destiné à alimenter le budget d'une collectivité. Alors, ça veut dire, ça peut être, là, donc, ça peut être, cette collectivité, ça peut être l'État, province, région, département ou commune. Donc, lorsqu'on parle de l'impôt, c'est donc un prélèvement effectué pour alimenter le budget. Donc, ça peut être la fiscalité au niveau national, ça peut être la fiscalité pour les régions, ça peut être aussi la fiscalité de communes. Et là, ça nous pousse aussi
à parler, je dirais, de ces types de fiscalité que beaucoup d'étudiants ou même beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est que les gens, lorsqu'on leur parle de fiscalité, ils font référence seulement à IS, IR, TVA. Et bien sûr, et si jamais ils peuvent aussi parler des droits de douane. Mais vous savez que on paye d'autres types d'impôts. On paye ce qu'on appelle aujourd'hui la fiscalité territoriale, ou bien qui est connue aujourd'hui par la fiscalité locale. Par exemple, les cafés, ils paient une taxe d'utilisation de l'espace public. Les gens qui veulent faire des publicités sur les affiches, ils paient une taxe, ce qu'on appelle ici la fiscalité locale. Alors aujourd'hui, avec le développement de la régionalisation, et d'ailleurs même lors des dernières assises fiscales, celles donc de 2018, vous savez, les assises fiscales, c'est une sorte de conférence, voilà, où il y a beaucoup de, tous les spécialistes, toutes les personnes qui s'intéressent à la fiscalité sont réunis, que ce soit les institutions publiques, donc le Parlement, les deux chambres, le gouvernement, aussi les représentants des entreprises, on a le CGEM, le représentant des différentes, je dirais, des différentes associations professionnelles, et on a aussi certains, bon, ça dépend, l'université, elle n'est pas toujours présente comme il se doit, mais normalement, toutes les personnes qui s'intéressent à la fiscalité se réunissent pour discuter du problème de la fiscalité, et normalement, je dirais, c'est une rencontre qui se fait chaque 4 ans, et c'est une rencontre qui est très, très intéressante parce que les discussions se font sur le fond, et il y a 3, 4, ça dépend. On sort avec bien sûr 4, normalement des résolutions, voilà, des résolutions. euh, Ça veut dire, les résolutions, ça veut dire des conclusions. Voilà, ça veut dire qu'il y a des conclusions de différentes discussions. Cette année, la particularité des assises fiscales de 2018, c'est que au-delà de s'intéresser à l'équité, à comment élargir l'assiette, à comment améliorer la relation entre les contribuables et l'administration fiscale, on s'est aussi intéressé à la réforme de la fiscalité territoriale. Et là, ça dénote l'importance que va avoir ce type de fiscalité pour l'avenir. Donc là, lorsqu'on parle d'impôts, on fait référence aux impôts qu'on paye à l'État et aussi aux taxes qu'on paye, soit aux régions, soit aux communes et pourquoi pas, peut-être plus tard, aux provinces aussi. Alors, l'impôt, c'est donc la somme payée par un travailleur ou une entreprise en fonction de leurs revenus à un gouvernement. Cet argent sera ensuite utilisé par l'État pour payer ses dépenses et offrir des services à la population. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas, la définition, il n'y a pas de relation directe entre l'impôt et les services, entre l'impôt payé et les services qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, on ne va plus payer d'impôts parce qu'il n'y a pas les services qu'on perçoit ne sont pas au niveau attendu. Par exemple, il y a beaucoup de Marocains qui disent que, par exemple, là, l'enseignement public, il n'est pas de qualité, donc pourquoi payer d'impôts? Ou bien la santé, quoique, alhamdoulilah, aujourd'hui, avec la pandémie, la pandémie d'aujourd'hui, on est arrivé à donner toute son importance à, normalement, que ce soit à l'enseignement ou bien même à la médecine et aux médecins, mais essentiellement, il y a beaucoup de personnes qui, avant cette pandémie, se disaient que normalement, nos hôpitaux publics ne proposent pas un service de qualité, ce qui fait pourquoi payer l'impôt. Alors là, vous allez voir que ce soit même la loi organique de loi de finances, la définition même de l'impôt n'impose pas qu'il y ait une relation directe entre l'impôt payé et les services reçus. L'impôt, c'est un prélèvement obligatoire perçu par voie d'autorité sans contrepartie directe en vue de couvrir les charges de l'État. C'est la définition de l'impôt. Donc, on ne peut plus dire on ne paie plus l'impôt parce qu'il n'y a pas les services, normalement, les services qu'on perçoit ne sont pas de qualité. Cette relation, cette question ne se pose pas. On peut aussi définir l'impôt comme étant, ce sont des impositions parmi les prélèvements publics. Les prélèvements qui ne sont pas de redevances pour le service rendu. Donc là, l'impôt est un prélèvement, mais on a d'autres types de prélèvements, ce qu'on appelle les prélèvements publics. Par exemple, les cotisations sociales constituent des prélèvements. Donc vous voyez, l'impôt, c'est un prélèvement. Tous les impôts sont des prélèvements, mais tous les prélèvements ne sont pas nécessairement des impôts.
Alors, les prélèvements qui peuvent être, qui ressemblent normalement à ce qu'on appelle les redevances pour services rendus. Ça veut dire, parfois, c'est comme, par exemple, les redevances d'électricité. C'est que nous, on paie un service. Lorsqu'on paie l'électricité, on paie un service. C'est que parce qu'on utilise l'électricité, on paie les services d'électricité. C'est donc une redevance pour service rendu. C'est donc un prélèvement, mais ce n'est pas un impôt, puisque vous pouvez ne pas contracter un contrat d'électricité et ne pas payer ces redevances. De même pour, par exemple, normalement le service, par exemple, via le téléphone. Donc là, c'est un service. On achète un service. C'est donc une redevance contre un service. Alors, donc l'impôt, ce sont, ou bien la fiscalité, les impôts, ce sont des sommes demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé. Donc là, on parle d'un service public et pas privé. Tout à l'heure, j'ai parlé de la téléphonie. Le téléphone aujourd'hui, c'est devenu un service privé. Mais là, on parle d'un service public. Donc l'impôt, les impôts sont constituent des sommes demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou par l'utilisation de l'ouvrage. Il faut qu'il y ait une corrélation entre le montant de la redevance et le coût réel du service. Mais le montant de la redevance ne doit pas être nécessairement l'exact équivalent du service. Donc là, c'est la définition entre les impôts et les redevances pour services rendus. Alors, la redevance pour services rendus, c'est lorsqu'il y a une corrélation entre le service rendu et entre le service rendu, si vous voulez, et le montant payé. Lorsqu'il y a une corrélation, on appelle ça une redevance pour service rendu et ce n'est pas un prélèvement. Autre distinction, c'est la distinction entre la taxe fiscale et les impôts. Alors, la taxe fiscale est un prélèvement obligatoire perçu au profit de l'État ou des collectivités à raison d'un service public sans que son montant soit en corrélation directe avec le coût du service. Exemple, la distinction entre la taxe et la redevance pour la collecte des ordures ménagères. Alors là, c'est que la différence entre la redevance pour service rendu et la taxe fiscale. Alors, lorsqu'on parle de taxe, il n'y a pas de corrélation entre le montant payé et le service rendu. L'exemple type, c'est lorsqu'on payait la taxe sur l'audiovisuel. Vous vous rappelez, on payait une taxe sur l'audiovisuel qui était indexée sur la consommation d'électricité. Ce qui fait qu'on payait une taxe indépendamment du service rendu, puisque notre audiovisuel, on payait une taxe pour améliorer l'audiovisuel, et je ne vais pas ouvrir cette parenthèse de discuter l'audiovisuel, mais ceci pour dire que nous, on payait ces taxes, mais il n'y a pas de corrélation entre la taxe et le service rendu. Alors que si c'était une redevance pour service rendu, ça veut dire que plus on va l'utiliser, plus on va payer. Donc, c'est ça la distinction entre la taxe fiscale et ce qu'on appelle les prélèvements pour services rendus. L'impôt, c'est donc un prélèvement pécunier ayant un lien avec le fonctionnement du service public sans contrepartie déterminée en vue d'assurer le financement des charges publiques de l'État et des collectivités locales. Donc l'impôt est un prélèvement pécunier, ça veut dire que l'impôt ne doit pas être payé en nature, on le paie en argent, ayant un lien avec le fonctionnement du service public sans contrepartie directe. Donc là, l'objectif étant on paie un impôt à l'État pour que cet argent-là participe au financement, donc, ou bien participe au financement des charges de l'État de façon globale. Il ne faut pas qu'il y ait je dirais, une contrepartie entre l'impôt payé et un service, je dirais, et un service fixe. Sauf là, on parle d'impôt. Mais parfois, lorsqu'on parle de taxe fiscale, ceci peut se faire. Ça veut dire qu'on peut payer une taxe et l'argent de cette taxe peut être utilisé pour un service particulier. C'est comme l'exemple que je viens de citer, la taxe sur l'audiovisuel. C'est donc une taxe dont l'argent va aller directement pour financer service public. Donc là, on parle de taxe, pas d'impôt. Lorsqu'on parle d'impôt, l'impôt, c'est un prélèvement où il n'y a pas de contrepartie terminée. Alors que lorsqu'on parle de taxe parafiscale, ça peut se faire. Alors, on va passer maintenant à un autre point
Donc, on est passé par les définitions. Maintenant, on va passer à un autre point aussi très très important, c'est les théories de l'impôt. Vous savez que vous avez étudié l'histoire de la pensée économique, ou peut-être que vous allez, je ne sais pas, est-ce que c'est une matière que vous avez eue ou que vous avez maintenant ou bien que vous allez avoir le semestre prochain. De toute façon, c'est l'une, d'après moi, des matières clés de tout votre cursus, parce que pour être économiste, il faut connaître les théories économiques. Alors, vous savez que lorsqu'on parle de théorie économique, on commence avec les classiques, quoique on sait tous que la théorie économique, elle a commencé même avant les classiques. Mais grosso modo, nous, on va commencer avec, pour faciliter la tâche, avec les classiques. Alors, les classiques, lorsqu'on a parlé d'intervention de l'État, on avait dit que l'intervention de l'État chez les classiques euh, était bien claire. C'était des gens qui étaient contre l'intervention de l'État. Et si vous vous rappelez, la théorie d'Adam Smith disait la théorie de la main invisible. Ça veut dire que pour eux, l'État n'a pas à intervenir puisqu'il y avait une main invisible qui avait la capacité de réguler le marché. Donc pour eux, l'État, c'est pas qu'il n'intervient pas. Eux, ils vont accepter un interventionnisme très minime, bien sûr, parce que ce qui est normal, eux, tous ces économistes étaient essentiellement des gens, des capitalistes, c'était des gens qui étaient riches, qui avaient des investissements et ils devaient être protégés. Parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de riches et beaucoup de pauvres, donc il fallait que l'État intervienne pour protéger leur investissement. C'est pour ça que le seul rôle qu'il reconnaissent à l'État, c'est le rôle, ce qu'on appelle l'État gendarme. Ça veut dire que l'État doit protéger la propriété privée des moyens de production. Et donc, pour eux, l'État, elle avait un rôle. Mais lorsqu'on parle du rôle de l'État, on doit parler nécessairement du budget, le coût. Parce que le coût, on doit le financer. Pour le financer, c'est eux qui vont payer. C'est pour ça que les classiques, ils vont accepter donc un interventionnisme très faible et donc un impôt aussi très faible. Donc, pour la pensée libérale classique, l'impôt est nécessaire, quitte à respecter certains critères d'efficacité et de justice. En effet, les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement. C'est-à-dire qu'eux, ils sont d'accord. Soutenez notre extraordinaire auteur Adam Smith, qui a vécu entre 1729 et 1730. Frédéric Bastiat, un autre théoricien classique, disait aussi « Si l'impôt n'est pas nécessairement une perte, encore moins est-il nécessairement une spoliation ». Alors, spoliation, c'est comme un vol, ça veut dire c'est le fait de prendre un argent gratuitement sans faire des efforts. Donc, c'est-à-dire que les classiques croyaient que l'impôt n'avait pas une grande légitimité, surtout s'il dépasse un certain niveau. Donc, comme moyen d'un service public comme paiement d'un service public équivalent reçu en échange, l'impôt est tout à fait défendable. Donc, pour eux, si jamais ils payaient l'impôt, ils doivent sentir la contrepartie. Sinon, cet impôt-là n'est plus acceptable. Si c'est que vous connaissez, que moi j'adore, donc que vous connaissez puisque vous avez étudié la théorie de la monnaie, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste Say, c'est lui, vous vous rappelez, c'est lui qui disait que la monnaie n'est qu'un voile qui cachait les véritables transactions. Donc, c'est un grand monsieur. Alors, Jean-Baptiste Say, qui a vécu entre 1767 et 1832, il disait que le meilleur de tous les impôts est le plus petit. Donc, j'avais le khas qui fait, donc il a tout résumé. Mais l'impôt est productif quand il sert à créer des communications, creuser des ports, élever des constructions utiles. Donc, lui, il va approfondir, parce que lui, il est néoclassique, il va approfondir l'analyse en disant que c'est vrai que l'État ne doit pas intervenir, l'activité économique, comme ça ils ne vont pas payer beaucoup d'impôts, mais pour eux, l'État, il doit aussi faire les investissements qui sont importants pour, je dirais, les investisseurs, mais essentiel, l'État doit investir dans le secteur qui ne sont pas très rentables. Comme ça, elle ne va pas concurrencer le privé, elle va beaucoup plus l'aider. Elle va faire donc je dirais, les infrastructures parce que les investisseurs, ils ont besoin que les gens se déplacent, donc, et construire des ponts est très important, même si c'est très coûteux. Ce qui fait, eux, ils ne vont pas pouvoir le faire, l'État doit le faire, comme ça, elle va aider l'initiative privée, mais quitte à ce que
l'impôt ne soit pas très important. Alors, si jamais, si tous ces économistes classiques et néoclassiques s'accordent sur la nécessité d'un impôt peu élevé, les théoriciens libéraux s'entendent moins sur la forme que doit prendre cet impôt. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord sur quelle forme doit avoir l'impôt. Alors, Jean Bassissé est favorable à l'impôt progressif, mais se retrouve en minorité devant Vilfredo Pareto, que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, Vilfredo Pareto, c'est un grand économiste, appelé la loi de Pareto. Et aussi Ludwig von Mises, donc c'est aussi un autre néoclassique, Friedrich Hayek et Milton Friedman, qui défendent un impôt sur le revenu proportionnel. Donc là, on a deux conceptions, l'impôt progressif et l'impôt proportionnel. Alors, l'impôt progressif, c'est un impôt dont le taux augmente chaque fois que la matière imposable augmente. Ça veut dire que plus votre revenu augmente, plus le taux augmente. C'est ce qu'on retrouve Flière. Et l'impôt proportionnel, c'est lorsqu'on a un seul taux et tout le monde paye le même taux. Donc là, il y avait une discussion, mais c'est pas qu'il y avait même aujourd'hui, on discute sur quelle forme d'impôt est la plus équitable. Est-ce que c'est l'impôt proportionnel ou l'impôt progressif? La logique stipule que c'est l'impôt progressif. Ça veut dire que plus on s'enrichit, plus on paye l'impôt. Mais cette conception peut paraître logique dans une analyse simpliste. Mais regardez, parfois, les personnes les plus riches, ce sont les personnes qui travaillent beaucoup plus. Et ce n'est pas nécessairement les personnes, je dirais, qui sont plus heureux. D'ailleurs, même, les théories économiques, il y avait, et on va le voir, je crois, le chapitre, lorsqu'on va parler de la dépense. Prenons le cas de deux personnes qui, alors l'un, il travaille, je dirais, une entreprise, il a un salaire bien déterminé, et l'autre qui travaille une initiative privée. Et ils ont, par exemple, le même salaire, le même, je dirais, taux de salaire par heure de travail. Alors, on a le premier qui va travailler 8 heures par jour, et il va donc avoir un salaire de N, et on a l'autre qui travaille dans son propre entreprise, qui fait, il veut réaliser, je dirais, son rêve, il peut travailler jusqu'à 14 heures. Il va donc avoir un revenu supérieur à l'autre. Et donc, dans la philosophie de l'impôt progressif, il va payer un impôt plus important que l'autre. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Il va payer beaucoup plus parce qu'il gagne beaucoup plus, mais il gagne beaucoup plus parce qu'il travaille beaucoup plus. Donc, l'impôt progressif en lui-même n'est pas, je dirais, plus juste que l'impôt proportionnel. Et c'est pour ça que l'impôt progressif, pour qu'il puisse être plus juste, il doit être corrigé. Et c'est pour ça que si moi je vous encourage à aller voir le tableau de l'impôt sur le revenu. Vous allez voir que le tableau de l'impôt sur le revenu, on a 3 colonnes. On a une colonne pour les tranches de revenus, une colonne pour les taux de l'impôt, une colonne pour les sommes à déduire. Et moi, je vous demande, je vais l'écrire, c'est une question qui peut être aussi sujet à l'examen. Vous allez essayer de comprendre ces sommes à déduire, quel est leur intérêt. Donc, cherchez, si vous ne trouvez pas, envoyez-moi vos questions et je pourrai vous apporter des réponses. Alors, le problème, donc on a vu l'intervention de l'État, c'est que le rôle de l'État aujourd'hui, il a changé. Et lorsqu'on parle du rôle de l'État qui a changé, ça veut dire que l'intervention de l'État a changé, est devenue beaucoup plus importante. Et chaque fois qu'on parle de rôle de l'État plus important, on parle donc de dépenses plus importantes, ce qui fait qu'il faut des recettes, il faut donc des impôts. Est-ce que cela veut dire que le taux de l'impôt va nécessairement augmenter? Vu que avec le développement économique, les tâches à financer par l'impôt qui sont l'éducation, on va avoir une meilleure éducation, on va avoir un système de santé très performant, on va avoir un système de retraite très avantageux, on va avoir une sécurité sociale, etc. Donc, aujourd'hui, l'État doit jouer tous ces rôles-là. Alors, donc, les tâches à financer par l'État, ou bien par l'impôt, sont vouées à augmenter. Et donc,
et donc à recevoir des ressources en augmentation. Ce qui fait, vous voyez, donc aujourd'hui, nous, on demande beaucoup de choses à l'État. Mais lorsqu'on demande beaucoup de choses à l'État, on doit donner les moyens nécessaires. Ça veut dire qu'on doit avoir des recettes fiscales importantes. Est-ce que cela va se traduire par une augmentation de l'impôt? Non. Pourquoi? Parce que, premièrement, comme vous savez, il y a la règle célèbre, trop d'impôts tue l'impôt. Ça veut dire que si jamais on augmentait indéfiniment le taux de l'impôt, nécessairement nos recettes vont diminuer. Exemple, supposons qu'on a un système où on a 10 entreprises, ça va? Et ces entreprises-là, ils paient, bon, il y a des petites, moyennes et grandes. Ils paient tous un impôt de 10%, ça va? Si jamais on a un besoin, on se dit, on va augmenter l'impôt à 20, par exemple. Les petites entreprises ne vont pas pouvoir suivre, ils vont fermer. Il y aura donc que les moyennes ou les grandes qui vont continuer, quoique les moyennes, ils vont être asphyxiés. Et là, on va se retrouver avec des recettes qui diminuent. L'année d'après, si jamais on voudrait augmenter la fiscalité, il y aura beaucoup d'entreprises qui ne vont pas pouvoir payer, ils vont fermer. Lorsque les entreprises ferment, ça veut dire c'est les impôts sur les entreprises qu'on va plus payer, c'est des salaires qu'on va plus distribuer et donc un impôt sur les salaires que l'État ne va plus recevoir. Ce qui fait trop d'impôts lorsqu'on veut augmenter le taux de l'impôt. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une diminution des recettes fiscales. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Ce qui fait l'État n'a pas intérêt à augmenter indéfiniment le taux de l'impôt. Alors, que font les États? Et là, c'est une logique dans tous les pays du monde. Ce que font les États, c'est essayer de diminuer les taux tout en élargissant l'assiette. Donc, ça, c'est les mathématiques. Alors c'est les mathématiques, vous voulez augmenter les recettes, vous devez inviter beaucoup plus de personnes à payer. Dans les pays sous-développés comme le nôtre, il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas d'impôts. Donc, et bien sûr, il y en a qui ne payent pas l'impôt et il y en a qui fraudent en payant, ne payent pas leur dû. Ils payent seulement la moitié ou le trois quarts, ça dépend. Donc, si jamais toutes les personnes qui doivent payer l'impôt le paient, là, l'État, elle pourrait diminuer les taux. Pourquoi? Parce que tout le monde va payer, donc on aura une augmentation de recettes. Et c'est ça la logique poursuivie dans tous les pays du monde, c'est comment diminuer les taux et élargir l'assiette. Donc, des théories qui sont très développées, c'est qu'aujourd'hui, tous les gouvernements doivent faire un travail d'imagination politique pour essayer de trouver d'autres sources de financement. Essayer de comment, je dirais, créer des impôts, des nouveaux impôts pour que les gens qui s'enrichissent plus vite puissent payer le plus. Par exemple, moi je donne un exemple, aujourd'hui avec la fiscalité verte, on a aujourd'hui des entreprises industrielles qui, bien sûr, on connaît tous l'importance de l'industrie, mais les entreprises industrielles qui impactent négativement l'environnement. Ces gens-là, ils doivent participer, je dirais, à l'amélioration de cet environnement. Pourquoi ne pas payer donc une taxe sur l'environnement? Donc le principe du pollueur-payeur. Vous voyez, donc là, aujourd'hui, l'État, il doit essayer de réfléchir à ces types d'impôts, créer d'autres impôts, pas pour alourdir la pression fiscale, mais pour aller vers plus d'équité, ça veut dire trouver des niches, les niches, normalement, trouver des taxes sur des richesses, sur certaines sources de richesses dont bénéficient certaines personnes. Comme ça, les gens qui gagnent d'un secteur, ils vont payer un impôt sur ce secteur et pas tous les autres. Donc là, c'est un travail d'imagination auquel doivent se livrer, je dirais, les différents gouvernements. Alors, maintenant, on passe à l'investissement. L'investissement, comme vous savez, c'est une grandeur économique très importante. La définition de l'investissement, donc vous l'avez, je crois, eu en comptabilité. Un investissement est une dépense immédiate destinée à augmenter à long terme la richesse de celui qui l'engage. Un investissement, c'est donc une réponse immédiate dont l'objectif est d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme. C'est donc l'investissement,
c'est une dépense qu'on fait aujourd'hui et on compte bien sûr que cet argent-là qu'on fait aujourd'hui va avoir des répercussions positives les années à venir avec ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et il y a bien sûr différents types d'investissements. On a l'investissement privé, l'investissement public. Donc privé, celui qui est fait par les entreprises ou bien même les citoyens, et public, celui qui est fait par les établissements publics. On a aussi l'investissement national et l'investissement étranger. Donc l'investissement national, celui qui est fait par les nationaux, et l'investissement étranger, c'est bien sûr l'investissement que chaque pays essaie d'attirer, attirer les investisseurs étrangers. Et bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gouvernements se livrent une concurrence accrue pour attirer, je dirais, attirer les investissements les plus rentables. Alors, le Maroc figure parmi les pays qui ont un taux d'investissement parmi les plus élevés dans la région MENA. S'agissant de l'investissement public, il a connu une augmentation de 44% en passant de 135 millions de dirhams à 195 en 2019. Ça veut dire que nous, au Maroc, chaque année, les lois de finances, on constate qu'il y a je dirais, une initiative, il y a une intention, il y a une bonne intention. Chaque année, on essaie d'augmenter l'investissement public. Sauf que la question qui se pose, et d'ailleurs, on l'a toujours discuté essentiellement au Parlement et même lorsqu'on discutait la loi de finances, la commission de finances, on discutait, je me rappelle, on discutait de ce problème de la rentabilité de l'investissement. C'est que chaque année, le gouvernement, il injecte énormément d'argent dans l'investissement public. Mais les citoyens ne sentent pas l'impact de cet investissement dans leur vie de tous les jours. C'est comme s'il y avait ce qu'on appelle les déperditions. Donc, d'où vient le problème? D'où vient le problème de cette déperdition et comment on peut l'améliorer? Et c'était une discussion très vive. Moi, lorsque j'étais au Parlement, on discutait toujours avec le ministère de Finances sur ce point-là et on essayait de trouver des solutions. Et d'ailleurs, il y a certains articles, le fondement même de la loi organique de loi de finances était justement, avait pour objectif d'arrêter cette déperdition de l'argent dans ce qu'on appelle l'investissement public. Donc le Maroc a, bien sûr, grâce à sa stabilité politique, sa stabilité économique, elle a été classée deuxième meilleure destination pour les investissements en Afrique après l'Égypte selon le rapport 2020 de la London Merchant Bank. Ça veut dire, donc c'est l'une des principales banques d'investissement en Afrique du Sud. Donc là, ça veut dire que le Maroc aujourd'hui, alhamdoulilah, donc et ça fait une dizaine d'années, le Maroc il a une très très bonne image au niveau international. Et ceci se traduit par, comme j'avais dit, normalement, sa position dans les différents classements, que ce soit celui-là ou bien même dans le climat des affaires, on assiste à une amélioration du classement du Maroc d'année en année. Il y a donc un travail qui se fait, alhamdoulilah, et qui donne des bons résultats. Donc, la raison principale de cette performance est, selon l'institution financière, l'amélioration du climat des affaires depuis 2011 et qui profite de la stabilité du royaume dans la région. Donc, c'est vrai que le Maroc, et grâce à sa stabilité politique, sa stabilité économique, alhamdoulilah, il a pu avoir, je dirais, une bonne image au niveau international et ceci s'est traduit par donc l'amélioration de sa position dans les différents classements internationaux existait entre la fiscalité et l'investissement. Le Maroc a toujours essayé d'utiliser l'instrument fiscal comme un instrument pour, je dirais, pour développer l'investissement, que ce soit pour pousser les gens à investir ou pour pousser les gens à investir dans une région beaucoup plus qu'une autre. Donc là, la fiscalité, c'est un instrument qui a toujours été utilisé par les gouvernements marocains. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'instrument fiscal constitue, je dirais, il a une importance dans la décision d'investissement? C'est une question très importante. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont intéressés à cette question-là. Et la conclusion auquel sont arrivés, la conclusion théorique de la relation ou bien de l'impact de l'outil fiscal dans la décision d'investissement est que
l'outil fiscal, il a un impact important, mais pas vital sur l'investissement. Il y a d'autres facteurs aussi qui impactent la décision d'investissement, comme par exemple la stabilité politique, comme par exemple le prix de l'immobilier, comme par exemple le niveau de qualification de la main-d'œuvre, comme par exemple la, la, la qualité de la justice. Tous ces instruments-là impactent la décision d'investissement. Et bien sûr, l'instrument fiscal en fait partie, comme j'avais dit, mais il n'est pas l'unique, je dirais, facteur dans la décision d'investir. Cependant, au Maroc, on a essayé, vu qu'on essaie d'attirer ou bien de faciliter la décision d'investissement pour l'investissement privé et pour la national et pour aussi les investissements directs étrangers. Donc, et vu qu'on est en concurrence, on a essayé de voir comment améliorer notre pression fiscale vis-à-vis donc des pays concurrents et aussi afin d'attirer l'investissement étranger et aussi comment diminuer la pression fiscale pour les agents nationaux pour développer l'esprit d'entrepreneuriat au niveau national. Alors, on a fait un grand pas en essayant de créer ce qu'on appelle la charte d'investissement. Alors, la charte d'investissement, c'est une loi c'est un document qui a repris toutes les mesures fiscales pour relancer l'investissement dans un même document. On a appelé ça la charte d'investissement. Donc, c'est la nouvelle loi en 1995 relative à l'incitation de l'investissement, dite charte de l'investissement, qui est venue mettre un terme à l'ensemble des textes disparates régissant chacun un secteur d'activité particulier. Ça veut dire qu'il y avait des mesures fiscales pour chaque secteur. Par exemple, si vous voulez investir dans l'agriculture, vous avez un certain nombre d'avantages. Si vous voulez investir l'industrie, vous avez un certain nombre d'avantages. Si vous voulez investir dans le nord, vous avez des avantages. Si vous voulez investir dans le sud, vous avez un certain nombre d'avantages. Mais chaque avantage était, je dirais, on le retrouvait, il était relatif à un secteur particulier. En 1995, on s'est dit que on va regrouper tous ces avantages-là dans un même document et on s'est dit que l'élément le plus important, c'était la décision d'investir. Peu importe où vous allez investir, si vous voulez faire, par exemple, l'agriculture, vous allez bénéficier des avantages X, Y, Z, etc. Ça veut dire qu'on on a essayé, c'est comme si on avait fait un résumé de tous les avantages fiscaux et on le retrouve dans un même document. Désormais, tout projet, quel que soit le domaine où il s'exercera, voilà, est soumis à une législation unifiée, homogène et généralisée à l'ensemble des régions du royaume et faisant bénéficier toutes les activités des mêmes avantages. En somme, c'est l'acte d'investir qui sera pris en compte. Donc ça, c'était, comme j'avais dit, l'idée donc de la charte d'investissement. Alors, cette charte d'investissement, elle a été promulguée en 1995 pour une durée de 10 ans. Ça veut dire que normalement, en 2005, on devait avoir l'autre charte d'investissement. Sauf que, vous vous rappelez, 2005-2006, c'était la veille de la crise financière internationale. Mais malgré ça, il y a eu une réflexion au Maroc et au niveau du gouvernement, essentiellement au ministère de l'Industrie, une nouvelle réflexion sur l'investissement et réflexion générale. Quel type d'investissement on a besoin aujourd'hui et quelles sont les institutions qui interviennent pour la relance de l'investissement, parce on va voir qu'il y a différentes institutions qui interviennent pour la relance de l'investissement, et même les centres d'investissement, centres régionaux d'investissement, est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle? Ce qui fait qu'il y avait une réflexion à ce niveau, il y avait même un discours de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu le glorifie, où il a mis l'accent sur le rôle que doivent jouer les centres régionaux d'investissement dans la relance de l'investissement. Et ça constitue je dirais, je dirais, un élément déclencheur de cette nouvelle philosophie de la charte d'investissement. Alors, voici pour rappel les 5 mesures phares de la charte d'investissement de 2018. Alors, l'impôt sur l'IS à 0% pendant 5 ans pour les nouvelles entreprises industrielles, la mise en place d'une zone franche par région. Avant, vous vous rappelez, il y avait des zones franches au niveau national. Maintenant, on aura des zones franches par région. Octroi des avantages zones franches aux grandes entreprises exportatrices sans que celles-ci soient implantées dans une zone franche. Reconnaissance du statut de l'exportateur
indirecte, une mesure destinée aux sous-traitants des grands groupes exportateurs, mise en place d'appuis diversifiés au profit des régions les moins favorisées pour stimuler l'investissement industriel et favoriser un développement territorial équilibré. C'est donc quelques mesures, je dirais, des prémices de la nouvelle charte d'investissement. Le ministère de tutelle, qui est le ministère d'investissement, avait aussi annoncé son intention de réorganiser les agences de promotion dépendantes du ministère, qui sont Maroc Export, l'Agence marocaine de développement des investissements et l'Office des foires et expositions de Casablanca, qui vont fusionner en une seule super agence sobrement intitulée l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir différentes agences, chacune travaillant dans, je dirais, dans sa sphère, et il y avait même des déperditions d'énergie, on va les regrouper dans une même super agence, donc l'AMDI. Il s'agit avant tout de mutualiser les efforts parfois dispersés de ces trois agences, ces trois organes de promotion pour plus de cohérence et d'efficacité. Vous voyez, la réflexion sur la nouvelle charte d'investissement qui a débuté depuis 2005, s'il a tardé, c'est parce que le Maroc a voulu axer la réflexion pas seulement sur l'instrument fiscal, mais sur différents éléments qui impactent l'investissement, qui impactent essentiellement la promotion. Donc, une direction générale du commerce, une direction générale de l'industrie et une agence dédiée au développement de l'économie numérique et du e-gouvernement ont également été créées dans le cadre de la nouvelle charte. Donc, vous voyez, au-delà du fait de fusionner les différentes agences dans une super agence LAMDI, on s'est aussi intéressé normalement au développement au niveau international, le fait qu'aujourd'hui, le e-commerce est devenu, je dirais, est devenu important. Il fallait l'intégrer aussi dans la philosophie de la nouvelle charte de la. Alors, tout ceci pour vous dire que la relation entre impôt et investissement, c'est une relation qui est très, très importante. Qu'au Maroc, on a fait beaucoup je dirais, beaucoup d'actions dans ce sens et on est arrivé à la conclusion comme quoi l'instrument fiscal ou bien la politique fiscale, c'est un instrument de la promotion de l'investissement, mais pas que. Il y a d'autres, je dirais, il y a d'autres facteurs qui impactent l'investissement et c'est pour ça que la réflexion sur la nouvelle charte d'investissement a introduit tout ça. Donc, la promotion de l'investissement aujourd'hui, c'est une responsabilité de nous tous, c'est une responsabilité pas seulement, je dirais, de l'administration fiscale, mais il y a beaucoup d'agents économiques et on a vu que tout le gouvernement doit être solidaire dans la promotion de l'investissement. L'instrument fiscal, c'est un instrument important. Et pour relancer l'investissement, il ne suffit pas de diminuer seulement le taux de l'IS, de l'IR au TVA. Parfois, il y a des petites mesures qui ont un impact très, très important sur l'investissement, comme les exonérations, qu'on retrouve dans les différents impôts, ces exonérations qui soient permanentes ou semi-permanentes ou bien même temporaires. Alors, ces exonérations, ils ont leur importance. C'est d'ailleurs le Maroc, on a toujours fait ceci. D'ailleurs, on a commencé en 2008 à publier le rapport sur les dépenses fiscales qui retrace ces mesures et ces exonérations, mais il n'y a pas une véritable évaluation de ces exonérations sur les entreprises et sur les dépenses de l'État. Donc, l'instrument fiscal, il joue un rôle, mais on doit aller vers une évaluation de ces différentes mesures pour pouvoir passer normalement d'une mesure à une autre. Exonérer un secteur, lui apporter une exonération permanente ou temporaire, ce n'est pas une décision qui se fait à la hâte, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie parce que c'est un manque à gagner à l'État et ça constitue aussi, ça permet aussi de biaiser le marché parce que donner des exonérations à un secteur et pas à un autre, ce n'est pas de l'équité. Et aussi, un secteur à qui on donne des exonérations, on doit voir qu'est-ce qu'on a gagné après 3 ou 4 ans. Est-ce que ce secteur a atteint les indicateurs
normalement les objectifs auxquels on s'est mis d'accord. Vous voyez donc que l'instrument fiscal, la relation entre investissement et fiscalité est une relation très importante, c'est une relation qui est toujours d'actualité. J'espère que j'ai pu attirer votre attention sur cette relation. Sur ce, je vous remercie et à la séance prochaine.